Ils forment le premier bloc. Et ce n'est pas un hasard. Ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent. Ils donnent les vraies réponses. C'est cela, oui. Le premier bloc. C'est sur Planète Hockey, la radio. Madame, monsieur, bonsoir, c'est le premier bloc. Nous sommes à Nyon, à l'avenue Violier. C'est le tête de course, le Bike and Coffee de Philippe Kneubuhler. Et si aujourd'hui je précise le nom Kneubuhler, c'est qu'il y a une bonne raison que nous donnera Laurent Perroton tout à l'heure, puisque c'est sur son initiative, on le remercie, que nous avons aujourd'hui un invité un peu particulier. Donc on va dire tout de suite bonsoir à Laurent Perroton. Bonsoir. On va dire bonsoir à Laurent Antonioli. Bonsoir à tous. On va dire bonsoir à Christian Ponty qui nous écoute, mais il est au Tessin, il a préféré les autos comme je vous le disais la semaine passée. Bon week-end de Pâques, entre parenthèses, encore à toutes celles et tous ceux qui en profitent. Et puis donc, Laurent Perroton, vous allez nous présenter notre invité en ce lundi de Pâques, émission numéro 55. 55, Norman Kneubuhler. Donc il y en a pas mal qui le connaissent dans le hockey parce qu'il a fait une bonne carrière, on en parlera après. Et puis évidemment, il a un frère qui est en équipe suisse aujourd'hui. Ouais. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on voulait parler un petit peu de ses nouvelles fonctions. Les Kneubuhler qui sont donc les fils du patron. Exactement. Du lieu où on est assis. On est assis 3 fois par semaine. Exactement. Et puis surtout, je le connais très très bien. Je l'ai eu comme joueur. Et puis surtout, il va nous parler un peu de ses projets. Ouais. Parce que c'est intéressant. Puis on a pas mal de questions à ce niveau-là, au niveau des auditeurs. Je vais vous dire un truc. On en est au stade de la présentation que Laurent Antonioli veut déjà nous interrompre. Allez-y, Laurent. Oui, parce qu'on parle pour le moment des fils, mais il ne faut jamais oublier que Philippe Kneubuhler a travaillé longtemps dans le hockey sur glace, notamment du côté de Genève Servette il y a quelques années en arrière. Donc, mais ça veut dire qu'il n'écoute pas toutes nos émissions. Il n'écoute pas toutes les émissions parce qu'il a été invité puis il a expliqué. J'ai pas découvert, on parle juste de. C'est marrant. Ça commence fort, voilà. Parfait, ça polémique déjà. On parle de Normand et de Johnny, et je précise juste que Philippe a travaillé dans le hockey sur glace. J'ai jamais dit que vous n'aviez jamais parlé de ça. Hein. Voilà. Non, mais il était venu en parler en fait dans l'émission parce qu'il avait été invité. Et on a eu Johnny aussi, on a maintenant toute la famille. Toute la famille. Alors, bienvenue Norman. Merci beaucoup, bonsoir. Alors, expliquez-nous à quel titre, en gros, vous l'invitez, à part qu'il est le frère, le fils et peut-être un client déjà, on parle de l'actualité du hockey et puis c'est quelqu'un qui a une belle carrière et il nous expliquera un petit peu ça, qui a quand même voyagé, qui a joué au Canada, qui a joué aux États-Unis, qui a été formé à Genève, donc il connaît très bien le cursus et beaucoup de joueurs qui sont aujourd'hui en Ligue nationale qui ont joué avec lui. Ah bah oui, parce que quand on finit sa carrière à Woodsville, c'est ça ? Non, ça. Ouais, c'est ça, c'est Woodsville. Ouais. Eh ben, c'est un sacré parcours. Hein. On commence. Ça, c'était pour les études. Pour les études, il en parlera après. Mais surtout aussi, la deuxième chose, c'est que évidemment, il représente. Il va nous en parler, mais il représente un peu Johnny. Et puis, on voudrait lui poser des questions par rapport à ça. Comment c'est venu et quelles sont ses perspectives. Parce que vous savez que moi, par exemple, j'ai un vrai problème avec ça par rapport aux agents que j'ai pu rencontrer dans ma vie d'entraîneur. Et du coup, je pense que c'est bien qu'il y ait des anciens joueurs et qui ont la tête sur les épaules, qui ont fait des études aussi, qui se lancent là-dedans parce qu'on a un vrai manque. Ouais, vous vous présentez comme agent, comme conseiller, comme quel titre vous donnez, Norman ? Non, pour l'instant seulement accompagnateur. Donc vous avez un client, c'est votre frère en fait. Exactement. Le but c'est vraiment seulement de pouvoir l'accompagner dans ses décisions, dans ses choix professionnels de carrière. Et ouais. Parce que vous êtes un peu dans le domaine de la finance. J'ai étudié économie. Après, j'ai eu plus, je dirais, un esprit d'entrepreneuriat pour l'instant. Et puis après, je comprends un petit peu les chiffres et les maths, ça va. Et les langues. Et les langues, c'est important, évidemment. Aussi. Bon, messieurs, quel est l'événement qui a retenu votre attention avant de passer à nos casques de plomb, à nos questions, puisque c'est le menu, et puis évidemment au match de la semaine, et puis surtout celui qui va être vendredi. Très important ce soir. Oui, vendredi, c'est vrai qu'on est déjà lundi. Alors, Laurent Antonioli, allons-y, avez-vous retenu quelque chose de spécial ? Alors, pour une fois, je ne vais pas parler de hockey
hockey sur glace parce que je vais parler de basketball et je vais parler notamment des Mavericks de Dallas qui sont en train de faire ce qu'on appelle du tanking du côté de la NBA. Ils acceptent ou volontairement de perdre des matchs, notamment face à Chicago, pour pouvoir obtenir un meilleur choix de draft lors de la prochaine draft du côté de la NBA. Et donc Doncic n'a joué que 12 minutes, Irving n'a même pas joué, Tim Hardaway Jr. n'a pas joué du tout. Et donc il y a une enquête qui a même été ouverte maintenant par la NBA pour tanking. Et il faut rappeler que ce club a déjà été condamné pour ça en 2018 avec $600,000 d'amende pour le même motif. C'est intéressant parce que justement la NHL a réussi maintenant à éviter ce problème-là, parce que c'est vrai qu'il y avait certaines équipes sur la fin de la saison, il n'y a pas tout à fait d'accord de nouveau, ça ne m'étonne pas, mais a réussi presque à éviter quand même ça, parce qu'en fin de saison, c'est vrai qu'on voyait à l'époque des organisations perdre volontairement pour terminer dernière et pour avoir le premier choix de la draft. Aujourd'hui, il y a tirage au sort. Ouais, il y a tirage au sort, mais t'as quand même la possibilité d'être dans les derniers pour pouvoir être tiré au sort. C'est pour ça que je suis pas totalement d'accord avec vous, parce que mais si tu finis dernier, t'es pas sûr d'avoir le premier choix. C'est ça que je veux dire. Et ça, c'est bien. Mais ton pourcentage de gagner la loterie est quand même plus grand que quelqu'un qui a fini devant, on va dire, au classement. Et là, Anaheim est en train de faire 11 défaites consécutives, par exemple. Chicago en est à 9. Et puis du côté de Columbus, on a gagné seulement 3 matchs lors des 10 derniers matchs. Et tout le monde, forcément, veut avoir le pourcentage le plus élevé de gagner la loterie pour prendre Bédard, qui actuellement est à 143 points en WHL. Ouais. Mais quel monde de requins. Le hockey, ça tourne aussi gentiment dans cette direction, non, Norman? Maintenant que vous avez mis les mains dans le cambouis, il va falloir vous y faire. Hein. Vous ressentez dans le milieu déjà des petites magouilles, des petites choses comme ça, pas très correctes. Allez-y, n'ayez pas peur, ici on peut tout dire. Hein. Moi personnellement, non, pas encore. Après, j'imagine que c'est vraiment quelque chose qui se fait, que c'est monnaie courante, parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu derrière. Et puis on va pas se mentir, chaque équipe est là pour gagner et puis avoir le meilleur roster à la fin. On en parlera encore après en parlant peut-être du cas de votre frère, mais j'imagine qu'il y a eu des contacts avec plusieurs clubs avant que celui-ci re-signe à Ambri-Piotta. On sait que notamment Genève était sur le coup. Vous avez senti que chaque organisation essayait de mettre vraiment tous les moyens possibles à disposition pour convaincre le joueur et l'agent? Pas forcément pas tous les moyens, mais vraiment plus une discussion ouverte avec les clubs dont j'ai eu la chance de parler, avec qui j'ai eu la chance de parler. Vraiment plus des discussions ouvertes au niveau peut-être du contingent l'année prochaine, du rôle que Johnny avait cette année et qui serait attendu de lui potentiellement dans les années à venir. Ouais. Donc en fait, vous n'êtes pas forcément un conseiller uniquement financier, mais également, et c'est ça l'avantage d'avoir été un ancien joueur, également un conseiller technique. Et ça, je crois que c'est important de le dire. Puisque vous avez la parole, est-ce que vous avez retenu quelque chose de particulier ces dernières heures ou ces derniers jours dans le milieu du hockey? Un événement quelconque? Personnellement? Oui, c'est quelque chose qui vous a frappé, je sais pas. Un but refusé, une pénalité mal sifflée, un but moche, je sais pas, quelque chose qui vous a marqué. Chaud comme ça? Non. Faut croire qu'on vit une fin de championnat tranquille, hein, Laurent Perroton. Ah, il y a Laurent qui veut dire quelque chose. Oui, parce que moi j'ai reçu des consignes, puisque Christian n'est pas là aujourd'hui. Il y a une partie nord-américaine qui doit être effectuée dans l'émission, c'est quelque chose d'obligatoire, il m'a dit de le faire. Alors du coup, je vais aller sur d'abord la NHL, où Crosby a réussi son 1500e point quand même en carrière. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Je parle aussi, justement, c'est intéressant d'avoir Norman aujourd'hui, un gars comme Malgin. C'est intéressant que lorsqu'il est à Toronto, ça ne fonctionne pas du tout. Il est échangé du côté de Colorado, il est déjà à 10 buts marqués depuis son arrivée du côté de l'Avalanche. Il était qu'à 2 avec Toronto et il est surtout aligné avec le deuxième bloc. Donc je trouve ça très intéressant du côté de Malgin, comme quoi parfois d'arriver dans la bonne franchise au bon moment avec beaucoup de blessés, et il est maintenant sur le deuxième bloc et d'avoir réussi à saisir sa chance. Et puis dernière chose, la Ligue junior majeure du Québec avec les Remparts qui ont passé le premier tour devant plus de 11 000 personnes, les 2 matchs joués à domicile. Théo Rochette qui fait 106 points sur la saison régulière, qui a été élu meilleur joueur
meilleur des remparts sur l'ensemble de la saison. Il est devenu le 4e meilleur compteur de l'histoire des remparts. Le 4e meilleur compteur, c'est quand même assez exceptionnel. Et du coup, forcément, on est impatient de voir ce que ça va donner l'année prochaine pour Théo Rochette face à des adultes. Parce que maintenant, on a compris qu'en junior, il maîtrise. Alors, question de savoir quels adultes, ceux de Suisse ou bien ceux d'Amérique du Nord. Ça, c'est certain. C'est ça. On est sûr de le voir et de se confronter à des adultes. Mais il prouve maintenant très clairement qu'il a le niveau, en tout cas, pour venir sur des adultes. Ouais. Maintenant, je lui souhaite vraiment, en tant que capitaine, c'est d'aller au bout et de remporter la Coupe du Président. Laurent Perroton, avant de passer au casque d'or et au casque de plomb, un événement ? Non, je pense qu'on a tout dit. Alors on y va avec le casque. On va aller directement avec le casque. Donc moi, je commence avec le casque d'or. Oui. Moi, je le donne à Sami Vatanen avec 6 points en 5 matchs en demi-finale, 3 goals décisifs et surtout magnifiques. Le Finlandais de 31 ans, champion du monde, champion olympique, a montré la voie à son équipe avec une qualification 5 matchs en demi-finale face au double champion en titre. Il est un des meilleurs shooters de la ligue avec un one-timer redoutable et surtout précis et puissant, avec une vitesse d'exécution exceptionnelle. Un des atours majeurs pour la finale, avec un pic de forme au bon moment parce qu'il a eu cette blessure. Ça a été long à se mettre en route. En quart de finale, c'était moyen. En demi, le match 2, c'est lui qui coûte un peu le match sur une erreur individuelle, mais après, il s'est rattrapé d'une manière. Et là, vraiment, dès qu'il lève sa canne et qu'il y a Tom Ernest sur la glace et qu'on lui donne, vous avez vu le goal qu'il met, les experts ont un peu dit oui, Giannoni il n'avance pas assez, mais ça va tellement vite. Et la puissance, surtout la vitesse d'exécution, la puissance du shoot et la précision, il a tout. Louis Matt nous en avait parlé en disant que c'était sans doute ce qu'il avait vu de mieux à ce niveau-là. Mais là, vraiment, moi je suis vraiment très très impressionné par son shoot. Laurent Antonioli, votre casque d'or ? Alors moi j'en ai entre guillemets 2, mais je vais commencer par le premier, c'est Tangness. J'ai adoré son discours d'après-match, comme moi. Comment il a parlé de Bienne, comment il a parlé de Genève, de sa propre équipe, franchement la classe. Et jusqu'au bout, il a été avec les gens également de Servette, la poignée de main, comme c'était chaleureux qu'il a eu avec tout le staff de la part de Genève. Moi j'ai trouvé ça génial de sa part. Et puis du coup, c'est mon bis, c'est pour Klingberg, comme il a été salué par tous les supporters de Zug, et il a fini même après la douche dans les supporters de Zug. Il venait de passer quand même 7 ans du côté de Zug, donc je trouvais que c'était important également de parler de ces deux hommes, et ce sont mes 2 casques d'or. Alors moi, mon casque d'or, effectivement, c'était pour Dan Tangness, qui a quand même déclaré à la fin du match que c'est la bonne équipe qui se trouve en finale, ce qui veut sous-entendre aussi pas mal de choses. On y reviendra d'allure sur le site planethockey.com entre ce soir et demain. On enchaîne dans le sens inverse cette fois-ci. Laurent Antonioli, votre casque de plomb ? Moi, vous le savez, comme quelque chose qui me fait toujours très très mal, c'est de voir la violence qu'il y a dans les patinoires et dans les stades. On en a parlé des années ensemble lorsqu'on a travaillé ensemble. Et ce que j'ai lu, et du côté de Chaux-de-Fonds à Joie, avec on a lancé des piles sur des supporters adverses. Moi, c'est pas mes valeurs, c'est pas comme ça que j'estime que le sport doit être fait. Qu'on vienne supporter son équipe, c'est normal. Qu'on la voie, qu'on la soutienne, c'est normal. Mais on doit aussi accepter parfois tout simplement ce qui se passe sous la glace, la loi de la glace. Et j'étais très heureux de lire que le HCC notamment avait condamné tous ces faits. Mais moi, je suis désolé, ces gens-là n'ont rien à faire dans une patinoire ou dans un stade de football, par exemple. Laurent Perroton. Je reviens un petit peu sur le match que j'ai vu samedi et puis sur la série entière, mais je mets mon casque de plomb au leader de Zug. En effet, en 5 matchs, les fiches statistiques sont bien maigres. Hoffman, une assistance, Klingberg, une assistance -2, Hanson, une assistance -4, Jus, 0 points, Kovar, 0 points. C'est 4 étrangers avec le meilleur joueur suisse. Dominé à 5 contre 5, les leaders ont été catastrophiques, notamment en powerplay, avec un 1 sur 13 et le goal marqué, ils ne sont pas impliqués, ils étaient passés à glace, c'est O'Neill avec Marchini. Donc c'est vraiment très très insuffisant. Pour finir, c'est seul Marchini, O'Neill, Herzog, Camper et Simeone ont répondu aux attentes offensives du coaching staff. Mais derrière, c'était très compliqué, les joueurs suisses et les joueurs étrangers n'ont pas fait le boulot. Et vraiment, sur le match 5 décisif, ce que j'ai encore vu,
C'est que dès qu'il y avait de la pression, qu'on chipait le puck et qu'on allait les presser, les défenseurs, ils avaient peur. Ils avaient vraiment peur du contact. Et ça m'a vraiment saoulé de voir le double champion de titre dans cette configuration-là. Et après le jeu à 5 contre 5, les leaders que j'ai cités auparavant n'ont pas existé, quoi. N'ont pas existé. Et lorsqu'il y a eu à la fin des mauvaises pénalités de côté de Genève a un super box-play, mais quand même on n'arrivait pas à aligner deux passes. Moi j'étais vraiment mécontent en tant que spectateur de voir cette performance, même si Genève les a empêchés de jouer comme il faut. Antonioli. Oui, je suis 100% d'accord avec ce que vient de dire Laurent, et moi ce qui me frappe le plus c'est Kovar. Kovar qui finit une série avec 0 points et qui est censé être le créateur, l'homme clé de cette équipe, notamment sur la première ligne. Pour moi ça veut tout dire des problèmes offensifs qu'a eu Zouk dans cette demi-finale. Ouais. Bien, moi pour détendre un peu l'atmosphère, mon casque de plomb, je vais l'attribuer à un match. D'ailleurs, vous pouvez voir quelques images sur le site planethockey.com. C'est plus un clin d'œil qu'autre chose, mais je ne sais pas si Laurent Perroton ou si Norman Kneubeler dans leur longue carrière ont déjà participé à un match où il y a eu 553 minutes de pénalité distribuées. Moi je peux vous répondre, oui, c'était un Lyon-Nice. Ah ouais. Et ils ont pratiquement dû éteindre les lumières tellement que c'était long la bagarre. C'était Jean-Marc Gaulin qui a joué en Suisse, qui s'était fait ouvrir, la bouche. Ex-Lausanne, exactement. Il avait fait perdre un œil à Lausanne. Ouais. Et du coup, il s'est fait recoudre. On est revenu sur la glace, c'était notre joueur-entraîneur. Et là, ça a duré 15 minutes. Mais à l'époque, une vraie bagarre. Ouais. Alors là, c'était cette nuit dans le cadre du championnat du monde 3e division B féminin. Exactement. Entre la Bulgarie et la Roumanie. La Bulgarie qui a gagné 10-2. Il y a 19 joueuses qui ont été renvoyées au vestiaire. Moi, je trouve ça rigolo. Non, mais la bagarre. Et puis la bagarre en plus, c'était après le match. Je l'ai vu la bagarre. Ça risquait pas grand-chose. Non, c'était pas. Enfin, quoi, il y a eu quand même quelques coups de poing, mais c'était plus des bousculades. Enfin, pour le hockey féminin. Il y a des grilles, ça reste. Il paraît que les charges sont interdites. Enfin, c'est ce qu'on dit. C'était hallucinant. Voilà, mais 553 minutes. En tout cas, ça a duré aussi. Oui, ça a duré, absolument. Bien, enfin voilà, c'était un petit clin d'œil, mais en même temps un casque de plomb, parce que c'est vrai que c'est peut-être pas la meilleure publicité pour des formations qui sont censées représenter leur pays. Au niveau international, voilà. Surtout. Mais on va quand même saluer Hong Kong, qui est devenue championne du monde et qui monte d'une division. Et voilà. on va saluer Thomas. Ça fait marrer Antonioli, mais planethockey.com parle de toutes les ligues. On va saluer aussi Thomas Tasny, qui est entraîneur assistant l'équipe de Thaïlande. Et puis du coup, il va au championnat du monde 3e division. Donc voilà, une jolie reconversion. Dans le donuts. Voilà, ça c'était pour nos casques. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on enchaîne directement avec les questions? On fait une petite pause avec un autre sujet? On fait les questions, puis après on viendra sur Norman. D'accord, alors allons-y. Vous en avez reçu quelques-unes? Ouais, vous voulez commencer? Ouais, honneur au plus ancien. Bon alors, c'est un message venant... Alors le nom c'est Ibiza, je pense que c'est un surnom. Ibiza de Montreux, bon. Ouais. Maintenant que la saison est finie, pour un jeune joueur ou pour un joueur normal mais qui n'est pas d'élite, est-ce qu'il faut continuer à travailler encore un peu sur la glace ou est-ce qu'il faut privilégier le travail physique de fond maintenant? Déjà il faut faire une pause, il faut absolument prendre des vacances. C'est là le meilleur moyen pour recharger les batteries, c'est aussi bien au niveau psychologique qu'au niveau physique. Puis après, il faut recommencer à travailler. Si vous avez fini fin mars, début mai, un mois de pause, c'est bien. C'est très bien. On est plusieurs. On n'est pas d'accord tout le temps, mais moi, je trouve que c'est important d'avoir de la pause, surtout pour le mental. Ouais. Alors, on va écouter Laurent Antonioli, qui lui est aussi entraîneur de foot. Il ne faut pas l'oublier, à un bon niveau. Laurent. C'est gentil. Non, mais moi, j'avais plus une question pour Norman. Mais par rapport à la suite de cette question-là, par exemple, comment Johnny, lui, s'est préparé entre la fin de la saison régulière avec Cambry Piotta et le fait d'aller après avec le camp, avec l'équipe de Suisse. Qu'est-ce qu'il a fait dans ces périodes-là? Est-ce qu'en effet, il a rien fait du tout pendant quelques temps parce que c'est aussi important pour la tête, ou il a continué quand même peut-être à trouver de la glace ou à faire du vélo, je ne sais pas. La première semaine après la fin du championnat, il a quand même pris congé parce que c'est toujours bien pour la tête aussi de faire une coupure. On sait que maintenant la saison elle est finie. Et puis ensuite, il avait peut-être, il avait en tête de pouvoir peut-être partir au camp. Du coup, il a continué à s'entraîner aussi. Puis même s'il devait pas être
partir au camp cette semaine-là. Il avait planifié peut-être des vacances plus en mai. Vu que la saison est finie assez tôt, il s'est dit qu'il allait continuer à s'entraîner. Et puis il est retourné au Tessin quelques semaines pour avoir des heures de glace. Et puis aussi il a eu un programme physique à côté pour se maintenir, toujours rester en forme. Et après, ça a ajusté justement parce que maintenant s'il part cette semaine pour s'entraîner, le but c'était pas de surcharger et de se fatiguer avant de partir. Mais ce programme physique par exemple qu'il a reçu, c'est de l'équipe de Suisse ou c'est toi avec Johnny, vous êtes mis, on va faire ça? Comment ça s'est fait ce programme physique? Non, on a pas mal discuté entre lui et moi au niveau du rythme, de comment il se sentait aussi après la saison et puis moi peut-être mon approche. Mais après moi je suis pas préparateur physique, donc moi je vais pas lui faire un programme sur mesure. Ça, il y a des professionnels qui ont étudié ça et tout ça. Il a aussi un bon coach off-ice à Ambry qu'il aime bien. Il a repris son programme là-bas et puis le but c'est aussi peut-être de l'ajuster. Juste pour ajouter, Norman c'était un monstre. Physiquement, non mais franchement c'était en préparation. Un défenseur. Non, il jouait. Défenseur très offensif. Il a joué les deux. Il a joué l'attaque aussi avec nous. Mais physiquement, quand vous prenez le télésiège, lui il prenait les escaliers. Il prenait les escaliers. Donc non, c'était un gars extrêmement sérieux à ce niveau-là. Ouais. Bon, puisque vous y êtes, Laurent, allez-y avec une de vos questions. Comment voyez-vous la finale entre Genève et Bienne? Allez, on laisse Laurent répondre. Moi j'ai quelques réponses, mais je vais laisser Laurent commencer. Ça va être court, hein. Oui, ça va être serré. Voilà. Moi j'ai un chef, il me demande quelque chose, je fais, je respecte le chef, donc ça va être serré. Allez, Laurent, ça va être serré. Moi j'ai différentes choses, mais je dirais. On m'a dit de faire court, Laurent. Je vais faire court. Je vais essayer de faire court, mais. Vous vous rappelez, toute l'année, vous m'avez brassé sur un truc sur l'avantage de la glace. Je pense que le match, le point perdu à Lugano en OT avec Bienne, ils ont perdu l'avantage de la glace lors de la dernière journée, 101 points chaque équipe. Ça peut être un facteur. Lorsqu'on compare les effectifs, moi je trouve que les gardiens, on aurait dit avantage à Sateri, mais maintenant Mayer fait du super job, donc c'est un peu égalité. Donc serré. Les étrangers en défense, Love, Yakovenko et Tom Ernest Vatanen, un petit avantage à Tom Ernest et Vatanen sur la créativité, mais dans la complémentarité. C'est des profils différents quand même. C'est différent, mais par contre sur les joueurs suisses, ça fait Lecouple, Carrère, Jacquemin, Morer, et de l'autre côté Grossman, Schneeberger, Forster, Radgeb. Petit avantage à Bienne au niveau physique surtout. Je le trouve un peu plus gros. Après devant. Moi avec le retour de Lecoultre d'un tel niveau, ça s'équilibre. C'est serré. C'est serré. Devant, si vous regardez les lignes, ils n'ont pas d'absents. Ils sont tous là. Donc je pense qu'il va revenir à ses lignes de principe. Donc Olofsen, Haas, Hofer, Rayala, Salinen, Kessler, Künzle, Kunti, Brunner, Tanner, Froidevaux, Ischier. C'est très très solide et en fait individuellement c'est peut-être un peu moins fort et un peu moins de talent et d'expérience de haut niveau que certains joueurs en face. Je suis presque d'accord, mais pas sur la quatrième ligne. Parce que par exemple le centre Froidevaux a plus d'expérience que ça. L'amalgame. Alors maintenant, première chose, c'est Praplan. Praplan, problème de main, il a pris le check dans la bande, son poignet a tourné. Je l'ai vu avec un petit emplâtre. Je ne sais pas s'il va pouvoir revenir au jeu. Donc là ça faisait ça, c'était Phil Poula, Miranda, Winnick. Là, ça doit monter un petit peu le niveau de jeu. Bertagia qui a pris la place de Praplan avec Richard Despouliot qui a été pas mal mais qui est un peu en panne de confiance avec le puck. Mais là, on peut voir éventuellement aussi Noah Rod monter à la place de Bertagia. Exactement, c'est ce que je pense. Omar Joris, Artikainen notamment qui a fait la différence sur le dernier goal. Et puis Rod, Smirnov, Antonetti ou Smirnov, Antonetti et Bertagia sur le quatrième bloc, ça sera plutôt ça. Donc c'est très très proche. Oui. Donc c'est serré. Vous voyez ça comment ? Vous la voyez comment cette finale, Norman ? Je pense qu'il y aura vraiment du très très haut niveau. Moi je me réjouis vraiment de regarder ça. Je pense peut-être un petit peu plus de créativité du côté de Bienne, mais je trouve Genève très audacieux et avec du caractère. Donc. Moi, ce que j'aime, c'est, vous parlez de créativité, moi je trouve que c'est une créativité collective du côté de Bienne, c'est que ça joue à 3, ça joue à 4, ça tourne dans la zone offensive, c'est collectivement qu'il y a cette créativité, je trouve, du côté de Bienne. Peut-être que du côté de Servette, on s'en sort grâce à un ou deux joueurs qui ont un talent extraordinaire, et je trouve qu'à Bienne, c'est plus collectif qu'on arrive à créer du jeu et créer des actions offensives. Et je vous rappelle que ça s'est joué à la dernière journée, mais il y a eu quand même un back-to-back le 20 janvier et le 21 janvier, où
Genève a été gagné à Bienne et Genève a gagné à domicile 4-1 contre Bienne. Donc ce qui fait que ça fait 3 victoires à 1. Donc c'est ce qui amène cette égalité parfaite en termes de points, mais l'avantage au niveau des victoires. Et maintenant, ce qui est fou, c'est que si on compare la saison régulière et les playoffs, il y a des équipes, ces deux équipes ont monté dans certains secteurs et ont descendu dans l'autre. Par exemple, le gros point faible de Bienne en saison régulière, c'est le powerplay. Là, ils sont premiers avec 28,12, alors que Genève était 28,14 en saison régulière et descendu à 16,67. Et là, Bienne est monté après la première place, donc c'est vraiment là-dessus. Après, tout le monde a parlé du match de samedi, incroyable, la dernière action, mais le box-play de Genève, le match 5, moi j'ai halluciné. Ils ont beaucoup travaillé parce qu'ils n'étaient pas très bien classés. Ils étaient 6e box-play de la Ligue. Maintenant, ils sont premiers avec 87,10. Ils ont pris un seul goal, mais évidemment que Zug n'a pas joué à son niveau, mais le box-play était vraiment exceptionnel, notamment quand ils mettent le 3-2. Il y a Pouliot qui en zone offensive prend une mauvaise pénalité et ils n'ont eu aucune chance. Je suis d'accord, et quand vous dites que Zug n'a pas été au niveau, on l'a parlé tout à l'heure des leaders offensifs, ça reste quand même à chaque fois des victoires extrêmement serrées. Ça montre que la marge qu'a eu Servette face à Zug est quand même petite. Et ça c'est aussi intéressant pour la finale. Et c'est pour ça que là, je ne vais pas me montrer très courageux, mais je n'oublie pas que les deux équipes ont terminé à égalité quasi parfaite, avec le même nombre de points, et je ne donnerai aucun favori, c'est impossible. Non mais c'est serré. C'est très serré. Tout ce que disait Laurent, c'est 3-1 premier match cache vide. Zug gagne 3-1 deuxième match cache vide, 2-1 après pour Genève. Genève va gagner 3-2 en OT alors qu'ils sont revenus vraiment au forceps, et le dernier match c'est 3-2. Après avoir été mené 2-1 en plus. C'est très 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 serré. Bien, voilà, je crois qu'on a répondu de façon assez complète à la question. On enchaîne avec votre deuxième question, Laurent. J'en avais une deuxième. Qu'est-ce qui a changé dans la série entre le HCA et Chaux-de-Fonds? Je peux répondre? Christophe du canton de Genève. La confiance. Voilà. Je ne sais pas si vous avez le même sentiment que moi, mais quand j'ai vu après la première défaite de la Chaux-de-Fonds, Louis Matt à l'interview, il avait tout compris. Il était livide, il était transparent, il savait que c'était quasi foutu. Il a ressenti ça parce que son équipe a été à des années-lumière de ce qu'elle avait fait lors des 2 premiers matchs. Et cette fameuse occasion de Topic grattée, le but de Birbaum qui sauve à joie, puis ensuite le but de Hauert, ça a cassé, je ne vais pas dire définitivement la Chaux-de-Fonds, mais en tout cas c'est le sentiment que j'ai, et la confiance elle a changé, mais alors du tout au tout. Voilà, c'est comme ça que je ressens les choses. On va revenir dans le détail tout à l'heure, Philippe, sur ces 2 matchs de toute façon. Mais pour moi, il y a 2 éléments actuellement qui font la différence. C'est ces statistiques, et vous savez que j'aime les statistiques, Philippe. Gauthier Leduc, 3 matchs, 3 victoires. Il est revenu, depuis ils n'ont pas perdu un match à joie. Et puis Frossard, pour moi c'est l'élément clé actuellement. 3 buts depuis le début de la série, 2 buts en 2 matchs. Voilà, c'est juste, et ça reste encore une fois serré. On parlait de score serré entre Servette et Zug. Ça reste toujours quand même très serré entre ces 2 équipes. Une victoire en prolongation, une victoire 2-1 seulement pour Ajoie. Donc c'est pas non plus une équipe de National League qui est nettement supérieure à une équipe de Suisse League, je trouve. Bon, moi ce que je vous propose, puisqu'on entame le débat, alors je crois qu'on va déjà parler maintenant du match d'Ajoie face à Chaux-de-Fonds, et puis on continuera après. Moi j'ai 3 points. Et après on continuera avec Norman. Moi j'ai 3 points. Un point où je vous rejoins, Philippe, c'est l'aspect psychologique lors de l'acte 3, avec la possibilité de mettre le 0-3 par Topping et la défaite en OT à la 93e minute par le capitaine Jordan Hauert comme un symbole. La deuxième chose, c'est la baisse des performances des étrangers de Chaux-de-Fonds au niveau du scoring et du powerplay, qui encaissent en box-play et donnent des pénaltys. C'est-à-dire qu'ils prennent 2 goals en box-play, ils donnent un penalty et on perd 2-1 le dernier match. Et pourtant dans la série actuellement, les étrangers de Chaux-de-Fonds ont plus de points que ceux d'Ajoie. La seule différence se fait au niveau du plus-minus. Par exemple, le plus-minus d'Ajoie, les étrangers sont à 0, mais ceux de Chaux-de-Fonds sont à -3 depuis le début de la série. C'est ça. Rajouter à cela, à des moments importants des matchs, beaucoup trop d'erreurs individuelles. Notamment en possession du puck. Ils ont donné énormément de breakaway, et à partir du match 3, et des grosses erreurs dans les décisions. Et pour moi, le truc qui change complètement la donne, et ça c'est involontaire et ça vient de personne, c'est la fatalité. C'est le rééquilibrage des blocs avec plus de responsabilités dans le temps de jeu et dans les situations spéciales, en raison des blessures de Hazen, De Vos et Gauthier, et les excellentes performances dans le net de Wolf. Et là-dessus, Gauthier pourrait remplacer Bakos, parce que Bakos, je trouve qu'il joue pas bien. Il est pas bon. Il est pas bon du tout. Par contre, on reviendra sur le line-up, mais si vous regardez le line-up, Brennan avait des grosses difficultés financières. Il a mis Pilet.
le fait que Gauthier Leduc comme des grosses difficultés pas financières, défensives. Pas encore. Pas encore. Non, et après, je reviens sur ce que disait Laurent. Gauthier Leduc, il était avec Fay et ça va beaucoup mieux. Fay avait été en grande difficulté sur le plus-minus et le duo va très bien. C'est 24 minutes de temps de glace pour Gauthier Leduc depuis son retour. Ouais, c'est ça. C'est un plus-minus de +1. Alors certes, il a 0 points, ça faut le dire, mais ça stabilise le jeu défensif. Complètement. Et Brennan joue beaucoup moins à 5 contre 5. Et vous parliez tu parlais d'erreurs. Par exemple, Östlund, il finit à 94,87% d'arrêt sur le dernier match, mais il fait une erreur. Et cette erreur-là, elle est malheureusement fatale à son équipe. Donc ça veut dire que vraiment, chaque petite erreur se paye cash dans cette série. Puis après, je finis avec les défenseurs. Auert et Beerbaum, ils font complètement le job. L'expérience, et puis comme Chaux-de-Fonds, c'est pas une équipe de Liga, il y a moins de vitesse, ils s'en sortent complètement. Et surtout le premier bloc. Schmutz qui est revenu dans le jeu avec Frossard, ce duo-là avec Asselin, ça va très très bien. Romain-Lingui, Chiaroni et Boson, ils usent l'adversaire. C'est vraiment, ils ont l'expérience de Liga. Boson, c'est sa première saison, mais les autres, oui. Et du coup, ils usent dans la possession du puck et dans le pressing. Après, De Rumquist qui est arrivé justement, qu'on avait placé en défense, qu'on a repassé à l'attaque. Ça, c'est la surprise. C'est la super surprise et il fait des super jobs et il se trimballe Bakos à côté. Et puis le dernier bloc qui fait le job en défense, défensivement, Kohler, Maka et Arnold qui font le job et puis qui chip les pucks et qui reposent les autres. Donc, en fait, la blessure des 3 leaders offensifs majeurs a rééquilibré le temps de jeu et donné des responsabilités et tout le monde a pris conscience de l'importance, même si dans la tête tu le sais, mais sur la glace dans les actes et finalement c'est ce qui a changé un petit peu pour moi les 3 axes qui ont changé la série. Ouais. Bon, et tout ça se traduit justement par une confiance qui change de camp. Voilà. C'est fou comme. Moi j'ai retrouvé. Comme les playoffs, ça peut. Oui, et j'ai l'impression que finalement les rôles, les costumes se sont inversés. Exactement. Finalement. Vous avez retrouvé, à partir du 3e, 4e match, vous avez retrouvé un Chaux-de-Fonds qui ressemblait à Ajoie et vice-versa. Ouais, c'est exactement ça. Et ce qui a changé un petit peu, c'est aussi, on a parlé de l'efficacité offensive, mais on recule plus, on est moins tranchant. Je pense qu'on a pris conscience de l'enjeu en fait. Au début, c'était comme si c'était des juniors élites qui avaient pas de pression, qui venaient jouer, c'était du bonus. Et finalement, à 2-0, tu as pris conscience de l'enjeu. Et puis là, ça a commencé. Puis les goals importants de Auert, par exemple, a vraiment fait mal à Chaux-de-Fonds. Ouais. Moi, je rajouterais un élément aussi qui est très important, bien sûr, dans le hockey sur glace, ce sont les situations spéciales. Si on regarde la Chaux-de-Fonds en play-off, je parle de Swiss League, c'est 40% au niveau du powerplay, 20 buts marqués sur 50 possibilités, alors que là, dans cette série, ils ont marqué que 2 fois sur 14 possibilités en powerplay et ils ont surtout encaissé 2 buts. Et ça, c'est une grosse différence. Plus un penalty. C'est une grosse différence du côté de la Chaux-de-Fonds par rapport au play-off avec la Swiss League. Ouais. Norman, vous avez le temps de suivre aussi un petit peu ce qui se passe dans cette série ou bien vous êtes focus sur Genève Servette? Non, évidemment, je suis ce qui se passe. Je regarde aussi les résumés de match. Alors, votre sentiment? Tu regardes les Mambleaux ou pas? Arrête de te faire votre pub tout le temps. Non, comme vous l'avez mentionné, je pense que une question de confiance, le momentum dans ce genre de série en play-off, on le sait, ça se trouve vraiment n'importe où. Un chip, une charge, un shoot sur le net. Et franchement, des fois, les petits détails, ça va tourner un shift, le prochain shift, et ensuite le tiers, et puis le match. Et là, on peut le voir dans cette série. Ouais. Et quand je parle de momentum, c'est aussi au niveau psychologique. Laurent, tu me diras ce que tu en penses, mais en fait, quand il y a eu tous ces blessés annoncés qui perdaient 2-0 la série, on a commencé à dire Silencio Stampa, on parle plus aux médias. Mais finalement, tout le monde a commencé à dire ouais, sans ces 3-là, ils n'ont aucune chance. Et je crois que ça a été la chance de l'équipe en fait. C'est-à-dire que à l'intérieur de l'équipe, en le fait de ne pas avoir Hazen, Gauthier et De Vos, on s'est dit là les gars, c'est à nous maintenant de jouer. Et le coach, il faut qu'on lui montre la confiance qu'il va nous donner, le temps de jeu. Il a été intelligent sur le fait de réduire le temps de jeu de Brennan parce que c'était la catastrophe. Et du coup, ça a changé aussi les choses. C'est la fatalité, ces blessures, mais ça a changé complètement le comportement de certains joueurs suisses que j'ai trouvé, notamment Frossard, qui est le meilleur joueur de la série. C'est ça, meilleur joueur de la série.
tout à l'heure, c'est qu'en effet, ça a responsabilisé d'autres joueurs. Ils ont pris en main cette équipe et c'est vrai que Frossard a été un élément déclencheur d'Ajoie ces dernières années lorsqu'il était en Swiss League. Il a encore fait une très bonne saison l'année passée, déjà en National League. C'était un peu plus compliqué cette année, notamment avec le premier coach qui était du côté d'Ajoie. Mais là, il prend ses responsabilités et je le répète, 2 buts lors des 2 derniers matchs et Ajoie est en train de renverser cette finale. Ouais. Puisqu'on parle de momentum, donc justement, ce soir, 6e match à la Chaux-de-Fonds. Est-ce que vous imaginez un 4e succès consécutif d'Ajoie? C'est parfaitement imaginable sur la base de ce qu'on a vu depuis 2 matchs. J'ai lu votre commentaire sur Planète Hockey sur le site internet en disant que Chaux-de-Fonds avait la pression. Ouais. Moi, je trouve que non. Oui. Non, mais je trouve que quand vous menez 2-0 dans la série, vous voyez déjà dans l'élite. Moi, je trouve que non parce que ils peuvent pas perdre. Oui, à ce niveau-là. Mais moi, je trouve que non sur le fait que même s'il y avait 0-3 dans la série, ils n'auraient pas de pression parce que la pression, elle est avec les enjeux structurels et économiques qu'a le club de National League. La pression, elle est sur le club de National League et finalement, c'est là-dessus que le discours doit venir ce soir. Nous, on n'a rien à perdre, on a tout gagné. Et ce soir, on va jouer avec le plaisir. Et voilà, moi je le vois comme ça. Ouais, moi c'est le discours que j'aurais. Mais je comprends où vous voulez aller, Philippe, mais pour moi, en effet, au niveau de l'enjeu principal, il est du côté d'Ajoie. Ajoie peut pas se permettre. Ouais, mais ils ont encore la possibilité d'en perdre un. C'est là où je vois que la pression. La Chaux-de-Fonds doit gagner. Ajoie peut encore se permettre de perdre pour avoir le 7e match à domicile, puisque vous le répétez depuis le début de cette saison, les matchs à domicile sont très importants. Alors, moi je vais vous répondre, ils peuvent pas se permettre d'en perdre un. Parce que tu peux pas aller à un match 7, c'est tellement indécis, l'arbitrage, le gardien qui est pas en forme, une maladie. Mais Laurent, on sera toujours d'accord que quand tu peux finir une série, il faut la terminer. On est d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est là où je veux en venir, c'est que le match de soir est plus important pour Ajoie. Il faut finir absolument ce soir pour pas se retrouver. Parce que si on avait dit en début de saison Ajoie va aller au match 7 contre un club de Swiss League, le champion de Swiss League, et à domicile, personne du côté d'Ajoie t'aurait dit non, surtout pas. Et là ça peut se produire. Donc c'est pour ça que du côté de Chaux-de-Fonds, finalement, revenir à la base en disant on a tout gagné. Nous, on n'avait pas prévu d'aller. C'est ce qu'a dit Matéwa d'ailleurs. Ouais, mais c'est très bien. Il faut jouer comme les 2 premiers matchs. Mais ouais, voilà, avec beaucoup de fraîcheur. Et s'il y a un match 7, là, la pression, elle sera immense sur Ajoie. C'est sûr. Ouais, Norman, vous aimeriez porter le maillot d'Ajoie ou de la Chaux-de-Fonds ce soir? Compliqué, hein? Compliqué, je sais pas si j'oserais poser cette question. Il peut pas imaginer de toute façon porter ni l'un ni l'autre de ces maillots. Il n'a jamais joué ça, c'est certain. Voilà, c'est ça. Puisqu'on parle maintenant des maillots de Norman Kneubuehler, parlons un petit peu de vous cette fois-ci. Et comme d'habitude, c'est Laurent Perroton qui s'est bien préparé pour vous poser des questions pertinentes. Je le connais très très bien, mais déjà, juste un petit résumé. Donc, il a 28 ans, défenseur, il a joué aussi à l'attaque. C'était un défenseur offensif avec un très bon shoot, des très bons skills, c'est un bon patinage. Vous avez terminé une saison meilleur défenseur offensif de la Ligue, je ne sais plus laquelle, en première Ligue, non? Non, c'était junior Elite B. C'est pas mal. Formé à Genève, il a joué au Canada et aux États-Unis. Surtout, il a joué à Morges et à Weinfelden, on dit Weinfelden. Donc, Weinfelden et Hutzwil. Ouais, mais on dit pas Hutzwil, monsieur le français. Il a joué un match, donc c'est pour ça que je le dis pas. C'était juste. Mais là, quand tu as été là-bas en Suisse allemande, c'était dans le cadre de tes études, tu étais à Saint-Gall. Hein. Exactement, ouais. À Saint-Gall. Donc moi, j'avais 2 questions. Non, j'en avais 3, pardon. La première, c'est comment est venu le fait de représenter Johnny? Ça a découlé de discussions qu'on a eues ensemble déjà l'année passée, puis après en automne 2022, où il y avait vraiment, lui il savait qu'il avait sa dernière année de contrat à Ambry jusqu'à la fin de cette saison-là, et puis il avait quelques échanges avec son agent du passé, précédent, et puis il y avait un suivi ou peut-être un feeling qui le convenait pas, qui lui convenait pas, et puis lui il a décidé de mettre un terme avec cette relation avec son ancien agent. Et puis en fait, dans la famille, vu qu'on suit pas mal le hockey, on connaît, on a tous joué, on a pu pas mal discuter ensemble avec Johnny, en fait, quels sont ses objectifs de carrière, qu'est-ce qu'il cherche aujourd'hui, et puis est-ce que lui pourrait se représenter tout seul déjà, parce que est-ce qu'on a besoin d'un agent forcément ou pas, et puis ensuite avec ses attentes à lui et puis ses convictions, on a pris la décision de travailler ensemble. Alors, est-ce qu'un joueur a besoin d'un agent ?
Ça dépend du joueur. Ça dépend de l'âge, moi je dirais. Et de la carrière, du moment de la carrière. Moi j'aimerais prolonger cette question en disant que souvent dans le monde du sport où il y a des agents, on déconseille que ce soit la famille qui représente un joueur parce qu'on est souvent trop proche de lui, on n'a pas forcément le même recul. Est-ce que vous pensez que vous allez être capable justement d'avoir cet œil nécessaire pour avoir le recul nécessaire pour pouvoir vraiment conseiller, en l'occurrence Johnny, on le voit dans le football par exemple, il y a beaucoup d'agents qui sont aussi proches de joueurs parce que c'est un membre de la famille et on sait que ça se passe pas toujours très bien. C'est une excellente question en toute honnêteté. Puis avec Johnny, on est assez complices et puis on a une relation très proche depuis plusieurs années. Puis c'est des choses qui sont venues sur la table déjà il y a beaucoup d'années, mais on n'a jamais vraiment parlé concrètement. Et puis c'est un des premiers points qu'on a discuté en automne 2022 quand on s'est revenu sur la table. On s'est dit ok, quand on va parler par exemple de hockey, on se dit au téléphone ok, aujourd'hui on va parler de hockey et rien d'autre. Et puis si on s'appelle on est frères avant d'avoir cette relation et puis ça c'est un point crucial et sur lequel on est intransigeant et c'est vrai que ça pourrait mener à problème, mais je pense que on a une communication assez transparente l'un avec l'autre où on peut vraiment dissocier le sujet. Et si je peux intervenir là-dessus, c'est que je connais très bien Norman et c'est quelqu'un qui dit les choses, hein. Donc peu importe si c'est le coach, un coéquipier ou son frère, s'il a quelque chose à dire, il va vous le dire. Donc je pense que c'est une qualité qu'il a et je crois que dans la famille, ça se passe bien à ce niveau-là. Même. On continue ? Ouais, j'avais une deuxième question. As-tu d'autres joueurs ? Non. Ok. En veux-tu ? Parce que là, moi j'ai besoin d'un agent là. non, mais sérieusement, est-ce qu'il y a des discussions avec d'autres joueurs, des gens qui pourraient être intéressés ? Parce que tu connais beaucoup de joueurs et puis ils te connaissent aussi, donc c'est un profil intéressant en fait. Le but tout d'abord c'est vraiment de pouvoir vraiment mettre une structure ou une philosophie en tout cas en place et c'est ce sur lequel je suis en train de travailler maintenant pour vraiment avoir une ligne et que si je devais travailler avec plusieurs joueurs, je puisse travailler de la même manière avec tous les joueurs et ça c'est vraiment ce dont sur lequel je suis en train de travailler maintenant, c'est vraiment ok, quelle serait mon approche et tout ça, j'ai la possibilité et la chance au final de pouvoir le travailler et le développer avec Johnny en ce moment. Et avant de pouvoir peut-être accompagner d'autres joueurs, si c'est ce que je devais faire, j'aimerais avoir une ligne claire. C'est très intéressant ce qu'il dit parce qu'en fait, il a l'opinion de son frère, mais aussi d'un joueur professionnel. Et c'est vrai que quand je vous ai dit que des fois, c'est un peu compliqué en Suisse, on parle d'un pays sous-développé comme la France qui est un petit pays de hockey. Quand vous êtes agent, vous devez avoir une licence fédérale. Vous avez des diplômes à passer au niveau de la fédération et pour représenter les joueurs, ici, il n'y a rien qui se passe. Et puis des fois, tu recevais des agents, des listes où tu as 300 joueurs. À quel moment le 300e il est représenté, voilà. Donc ça c'est un vrai problème. Et puis après tu as d'autres agents qui n'ont jamais fait de hockey. J'ai eu un prof de sport à Sastal par exemple qui m'avait demandé le double du contrat que je proposais aux joueurs en agent free quoi. Donc c'est hallucinant, comme il n'y a pas de réglementation, il se passe tout et n'importe quoi. Les choses ont bien évolué aussi parce qu'il est clair que l'agent il est aussi là pour, c'est peut-être pas totalement le cas pour Norman Kneubuller, mais l'agent il est aussi là pour faire fructifier ses propres affaires et à l'époque, une période pas si lointaine, l'agent il avait peu de joueurs, ou relativement peu de joueurs, allez 5, 6, 8, 10. Aujourd'hui, alors moi je pense par exemple à Gérald Métro à l'époque qui a été le premier à être très proche des joueurs. Il y avait une structure derrière. Voilà, il y avait une structure, il avait aussi des liens avec l'Allemagne, il a un petit peu évolué, mais ensuite il a laissé ensuite son affaire et on a le sentiment maintenant que le service aux joueurs n'est plus le même parce que tout à coup les agents n'ont plus 10, 12 joueurs mais ils en ont 25, 30, 40, 50, 100. Oui, mais vous avez dit un mot très important, le service n'est plus le même. Ouais. Si on prend l'exemple que vous donnez, si on va parler de Voisard, il met on peut parler de Gaëtan Voisard comme d'autres joueurs, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est Voisard qui a repris les affaires de Métro. Et je sais à peu près comment il travaille, notamment parce que ses bureaux sont à côté des miens au niveau de mon travail. Et il met à disposition de ses joueurs aussi de la fausse glace pour venir s'entraîner avec un skills coach. Et il s'occupe de beaucoup de choses, pas forcément que le hockey non plus. Donc c'est là où les services sont venus totalement différents. C'était la question que je voulais poser justement à Norman. Est-ce que ce monde d'agents, ça vous a en guillemets fait peur? Est-ce que vous avez dit oui, je me lance parce que je me sens capable, parce qu'en plus je connais très bien le joueur, parce que c'était un avantage, mais ce monde d'agents de joueurs, d'aller peut-être bientôt prendre d'autres joueurs, est-ce que ça vous a effrayé? Est-ce que vous avez dit non, c'est pas pour moi, ce monde-là n'est pas pour moi?
ça m'a pas effrayé personnellement. Ce que je trouve important, c'est en effet il y a déjà des structures qui existent et il y a déjà des services dans ce domaine qui sont là, qui sont présents. Il y a plusieurs agents qui ont plusieurs joueurs qui essayent de diversifier. Le but, c'est juste d'avoir une approche peut-être personnelle, mon approche, ce qui me semble correct, de comment suivre un joueur au niveau de son accompagnement. Ce qui est très important, par exemple pour moi, c'est tout le côté de l'éthique de travail et la préparation. C'est pour moi quelque chose d'essentiel. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un petit peu un travail à faire au niveau de l'accompagnement du joueur, aujourd'hui au niveau du sérieux. Parce que c'est des athlètes, et c'est des athlètes professionnels, et il y a une sorte d'éthique professionnelle à avoir aussi dans le comportement hors et sur la glace. Et c'est peut-être là-dessus que je ferais personnellement attention. Moi, pour répondre, c'est très juste. C'est aussi, c'est une philosophie. Et puis quand tu es entraîneur ou directeur sportif, tu choisis des gens. Alors il y a différentes possibilités. Moi, j'avais un agent, je vais pas le nommer, je l'appelais Monsieur Cheval. Parce que tu savais qu'avec lui, dans les négociations, tu allais te faire... il allait te tuer, quoi. Il allait te tuer, il allait pas lâcher. Si tu voulais le joueur, tu allais payer jusqu'à la fin. Et puis après, tu as d'autres agents, et ça m'agaçait. C'est que tu voulais un joueur et tu fallait en prendre un autre. C'est-à-dire que c'était des duos. C'est un duo pack. C'est un duo pack, et ça, moi, je trouve ça inadmissible. Inadmissible de devoir, pour avoir un joueur qui, dans le profil, te correspond, il voulait venir dans le club. Un deuxième. Mais comment justement on gère même pour le deuxième joueur? C'est horrible parce qu'on sait qu'on n'est pas vraiment là pour nos qualités, on est juste là parce qu'on était copains. Oui, mais il est dans une bonne équipe. Mais ça arrive, je parle de même à gérer pour un coach, c'est pas évident non plus. Mais je te parle de Liga là. C'est ça qui est grave. Là, il y a des exemples en Liga, donc là, pour moi, il y a quand même des choses qui. Et c'est pour ça que je suis content qu'il y ait des jeunes qui se lancent avec d'autres idées, avec des anciens hockeyeurs qui ont vécu le milieu et qui amènent justement cette philosophie. Puis j'espère que Norman il va avoir d'autres joueurs, mais qu'il ne va pas en avoir trop, et que justement quand on va choisir cette organisation, on aura un sérieux, et puis on aura exactement ce qu'on veut, quoi. Je suis d'accord, mais ça c'est un bon discours lorsque vous êtes au début, lorsque vous lancez votre affaire d'agent, mais quand vous avez, je sais pas, d'un coup 20, 25 joueurs qui savent comment il travaille et qui aiment peut-être sa philosophie, ils vont venir vers lui, et lui va être capable de dire non. Je sais pas, ça c'est à lui de savoir comment ça va se passer. Au moment où ça va peut-être bien marcher, et je lui souhaite que ça marche bien. C'est lui qui va décider, mais justement dans la philosophie, ce qu'il dit, c'est qu'il veut une éthique de travail, des valeurs, et déjà ça va réduire le nombre de joueurs qu'il va avoir. Déjà, à partir de ce moment-là, déjà, en Suisse par rapport, et c'est pour ça qu'on est arrivé à 6 étrangers, hein, parce qu'il y a eu des abus du côté des joueurs suisses, hein, il faut le dire, hein, il faut appeler un chat un chat. Hein. Ouais. Et donc du coup toutes ces choses-là, mais moi je reste persuadé qu'au niveau fédéral, on doit intervenir là-dedans, et qu'il y ait une consultation, et qu'il y ait peut-être je sais pas forcément un diplôme, mais une reconnaissance fédérale, une licence pour pouvoir intervenir surtout dans le monde professionnel. Et comme on le sait, hein, ça va de plus en plus jeune. Hein. Il y a des joueurs de 12 ans qui sont scoutés aujourd'hui. Moi, ça me pose un problème, mais c'est comme ça. Donc, il faut une réglementation, surtout avec les enfants. Oui. Peut-être pas dans le cas des Kneubühler, mais aujourd'hui, un agent, ça gagne quoi? Ça gagne un pourcentage de contrat? À mes connaissances, oui, il y a pas mal d'agents qui ont justement un certain pourcentage. Et quel pourcentage? Quel pourcentage? Ouais. Ça peut varier entre, je dirais, 6 et 10%. Ouais. Là, en l'occurrence, c'était quoi, un repas offert par Johnny au tête de course? Non, justement, avec Johnny, le but, c'est... Moi, j'apprends, je peux apprendre, et puis en plus, je bénéficie d'une communication transparente directe avec un joueur professionnel et aussi de haut niveau, donc je suis... C'est clair. Ouais. Ça veut dire que l'agent, aujourd'hui, comme pour certains, d'ailleurs, l'agent s'occupe aussi de négocier, je ne sais pas, par exemple, pour les étrangers, des billets aller-retour, 4 billets aller-retour sur l'année, pour aller voir la famille... je sais pas, la carte de crédit pour faire les courses, enfin des choses comme ça. Ça se négocie encore couramment, tout ça. Oui. Ouais. Bien sûr, mais ça double quasiment le salaire du joueur. Hein. Ah non, mais il y a des entre la voiture, l'appartement, les courses. Il y a des étrangers qui les collages des enfants. Les collages des enfants, la voiture, les primes, le salaire. Après, souvent, selon les clubs, il y en a qui mangent au club, surtout le midi, etc. Donc tu as une partie des repas qui sont pris en charge. Donc ça, ouais, c'est en net, et les impôts.
Ah oui, il y a aussi les impôts. Et les impôts. Ouais. Quand je suis arrivé, je parlais toujours en net. C'est-à-dire qu'il y avait ma partie des impôts et puis... si vous venez d'étranger, vous êtes imposé à la source de toute façon. Ça dépend des cantons. Ouais. Ça dépend des cantons, mais c'est surtout que vous pouvez parler en net et puis après on vous reverse une partie des impôts. Le logement aussi, certains ont une voiture, certains n'en ont pas. Souvent les gros étrangers ils ont deux parce que pour madame aussi, pour faire venir toute la famille. C'est de la négociation. Hein. C'est de la grosse négociation. Hein. Plus vous pesez lourd, plus vous pouvez demander de choses. Hein. Et vous faites tout ça, vous, Norman? Non, Johnny, il est suisse, donc ça va. puis il n'est pas marié avec 4 enfants, donc il n'y a pas besoin de 4 bagnoles. Bon, ça viendra peut-être après la carrière. C'est vrai une dernière question. Ouais, allez-y. T'as un projet de camp avec des pros. Peux-tu nous en parler un petit peu? Ouais, exactement. Le but, c'est de vraiment mettre en place peut-être des camps d'entraînement, justement dans la même ligne avec vraiment des valeurs d'éthique de travail, et puis peut-être dans un cadre différent. Pour des pros? Pas pour forcément des jeunes, c'est pas des prospect camps. Pour l'instant, je vise vraiment peut-être soit des joueurs pros ou peut-être même des juniors élites qui seraient qui ont du potentiel en tout cas. Ouais. Potentiel et prospect. Ouais. Et ça serait où? Là, j'ai trouvé à Anglette. Sympa, hein? Ah, c'est sympa, Anglette. Si vous voulez aller faire du surf en même temps. T'as déjà été? Hein? Oui, c'est beau parce que la patinoire, elle est sur la plage. Mais moi, je t'avais vu, tu faisais du surf, là, je t'avais vu. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Et les installations, t'as tout. Ouais. T'as tout, puis le Pays Basque. Il y a juste le club qui va pas fort, mais bon, ça. Ouais, ils sont sauvés, on va dire qu'ils sont sauvés, mais il y a eu des gros problèmes politiques. Mais voilà, ça reste le Pays Basque, hein, c'est un peu la Corse. Ouais. Donc, du coup, c'est pas facile les discussions. Ouais. Voilà, Anglette, prochain rendez-vous de rassemblement de la fratrie Knoebüller avec Perroton, peut-être avec Antonelli lorsqu'il abandonnera le Lausanne Sport. Moi, je propose qu'on aille faire justement on pourrait faire un premier bloc. On pourrait faire un 4e bloc là-bas. Ouais. Bon, on va pas dire 2e bloc, 3e bloc parce que ça serait pas trop sérieux. 4e bloc, c'est bien, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on fait? Il nous reste une dizaine de minutes d'émission. Vous voulez juste le match entre Bienne et Genève, c'est donc vendredi, on aura le temps d'en parler, et mercredi et vendredi. Moi, j'ai encore quelques questions. Ouais, on y va. Juste avant votre question, juste pour revenir sur ce Servette Zug, quand même un peu plus en profondeur, moi j'ai noté une chose très intéressante. Il en profite parce qu'il sera pas là mercredi. Absolument. Il ne peut pas venir. J'ai 2 éléments que je trouve intéressants, c'est les statistiques des défenseurs. Si on prend le cas de Servette, on arrive sur l'ensemble de la série à 12 points réalisés par tous les défenseurs de Servette. On arrive à 4 points pour l'équipe de Zug. C'est quand même une différence importante. Alors, bien sûr, il y a des profils différents entre Vatanen, Tom Ernest et puis Hansen et Deuce, mais quand même, je trouve l'apport des défenseurs dans le jeu de Genève Servette a eu un impact énorme sur cette série. Et puis forcément un petit mot sur Robert Mayer qui finit la série à 94,33%. En face, il a eu le droit quand même aussi en plus à un très bon Genoni qui finit à 93,29%. Et donc il faut lui tenir un sacré coup de chapeau à Robert Mayer parce que depuis qu'il a été mis devant le filet de Servette, il est à plus de 94% d'arrêt sur ses playoffs. Donc bravo à lui. Juste rajouter, pour moi la série elle se joue là sur le box-play de Genève qui a 92,31 et évidemment sur les étrangers. Moi j'ai trouvé Hanson et Juice faibles dans la relance parce que il n'y avait rien qui arrivait de l'arrière. Ils ont refusé le défi physique. Et en powerplay, ils n'ont pas fait le job. Et le seul goal qu'ils ont marqué, c'est un tic-tac-toe entre Marchini et puis O'Neill. Ils n'ont pas participé. Hanson, c'est -4 sur la série pour un défenseur étranger. Et ça a vraiment fait la différence. On rajoute un Lecoul qui a été très très bon offensivement et Carrère qui a été exceptionnel en box-play. Et voilà, pour moi, c'est les lignes arrière qui ont fait la différence sur cette série. Et sur le dernier match, un chiffre aussi que je trouve intéressant, c'est les tirs bloqués. Du côté de Servette, on finit le match à 27 tirs bloqués contre 13 à Zug. C'est-à-dire qu'en plus, cette équipe est capable offensivement d'avoir de la qualité et de pouvoir appuyer une attaque, que ce soit défensivement ou offensivement, mais elle a été capable de bloquer des shoots. Et ça, du côté de Servette, il faut leur aussi le signaler. Et sur cette statistique, il y en a énormément en box-play. Il y a un moment, il y a 3 shoots bloqués sur le même shift. C'était tout simplement exceptionnel. L'époque n'arrivait pas sur Robert Mayer, quoi. Bon voilà, on reparlera donc de tout ça mercredi et vendredi. Normalement demain matin, justement, je résumerai un petit peu tout ce que vous venez de dire là dans un papier sur placedehockey.com. Oh là là, oui, vous avez raison de vous faire du souci. Où en fait, je mets en exergue le fait qu'il est difficile de rester champion 2 années consécutives, même si Zug l'avait fait. Mais surtout, ce qui est très très difficile, c'est d'avoir une équipe
un poil plus performante que d'une année à l'autre, et c'est ce qui a manqué à Zug. Zug n'était pas, en tout cas, meilleur que la saison passée, à mon sens. Non, pas meilleur, mais c'est surtout à titre individuel. Ouais. C'est-à-dire que Kreis est méconnaissable, Gross, méconnaissable. Même Schlumpf qui a beaucoup apporté les années précédentes, là il a fait son job, mais il était moins dans un. Ouais. Et puis devant, il l'a dit Laurent, mais Kovar transparent. Kovar c'est un mec qui jouait dans les deux sens de la patinoire, qui mettait des checks. Je l'ai pas vu mettre des gros checks, qui faisait mal à tout le monde et puis qui mettait des goals importants, qui faisait des jeux en powerplay exceptionnels. Là on l'a pas vu quoi. Ouais, en fait ma conclusion c'est que dans tous les secteurs du jeu, gardien, défense, attaque, étranger, voire même. Je vous trouve sévère parce que Giannoni était pas mal, oui, mais je pense que c'est Meyer qui fait quand même la différence quand il le faut. Il a perdu son match, contre Meyer. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est là où je suis pas tellement d'accord avec Laurent tout à l'heure quand il dit que sur le but de Vatanen, je pense que Giannoni ne doit pas le prendre. Giannoni, je parle de Giannoni, je parle pas d'un autre gardien, je parle que lui, il voit, bien sûr le tir est violent, mais il y a personne devant lui, la vue est pas masquée pour Giannoni et ça lui passe juste sous le bras. Et je pense qu'il doit le prendre ce puck. Je dis pas qu'un autre gardien l'aurait aussi pris, mais je pense qu'un Giannoni doit faire cet arrêt-là à ce moment-là en plus du match. Et puis l'autre élément par rapport à ce que vous dites, c'est que je trouve que si on regarde sur l'ensemble de la saison, le fait d'avoir aussi 6 étrangers, ça a rééquilibré toute la ligue et ça rééquilibre aussi les adversaires de Zug qui se sont rapprochés aussi un peu plus de cette équipe zougoise. Et comme apparemment du côté de Zug, on a fait un petit peu quelques économies, en tout cas c'est ce que semble vouloir faire le patron, à Zug on se plaint finalement de ne plus avoir totalement les moyens pour monter une équipe. Je réponds à Laurent sur Giannoni, le shoot il est parfait. Il est parfait parce que il est croisé dans le déplacement de Giannoni et il y a un endroit qui est très difficile pour les gardiens, c'est 25 cm au-dessus de la glace entre la jambière et le gant. Et il le met à cet endroit-là, pile à cet endroit-là. À hauteur de la hanche. C'est vraiment pile à cet endroit-là, c'est vraiment dans son déplacement. Et il est puissant, précis, et en plus il le met croisé mais ras du poteau. Il le met pas croisé vers les bras là. Donc vraiment difficile à arrêter parce que la puissance du shoot, moi j'étais en live, je me suis levé, j'ai dit waouh, vraiment impressionnant quoi. Ouais. Les dernières questions de ce lundi, toujours au Bike & Coffee, tête de course ici à Nyon. Alors Ibiza, c'est fait. On a eu les questions de Laurent Perroton. J'en ai encore une à vous proposer. Tiens, on va reparler de Lausanne un petit moment, un petit instant. C'est une question qui revient quasiment chaque semaine. Où en est-on à Lausanne pour la saison prochaine? Que se passe-t-il? Les gardiens, on a 2 numéros 2. Enfin bref, je vois plein de choses arriver comme ça. C'est qui pose la question? C'est Adrien de Lausanne. Voilà. Okay. Bon, on n'a pas grand-chose de neuf à dire, à moins que Laurent, non? Non, mais c'est assez juste en disant qu'il y a 2 numéros 2 comme gardien. Je suis assez d'accord avec ça. Juice va arriver du côté de Lausanne pour la défensive. Est-ce que ça suffira? Y a pas sur la base de ce qu'on a vu dans ces playoffs, c'est moyen. Oui, maintenant... C'est pour remplacer Garnat. Mais c'est un... Voilà. Enfin, moi, je vais dire que c'est quand même... C'est bien. C'est un très bon transfert. C'est un bon transfert. Très bon transfert. Vous savez, moi j'ai toujours la même chose. Je dirais que c'est bien quand je l'aurais vu jouer avec le maillot de Lausanne et je l'aurais vu performant. Pour le moment, il n'a pas encore porté ce maillot-là, j'attends de voir. Ouais. Et puis, la grande question, ça sera en effet Théo Rochette, savoir quelle sera la place qu'on va lui faire du côté de Lausanne, comment on va l'utiliser et s'il vient à Lausanne. Question, est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop autour de Théo Rochette? On a l'air de dire que c'est un joueur quasi décisif, quasiment un franchise player qui pourrait débarquer à Lausanne. Est-ce que c'est le cas? Mais moi je peux pas vous répondre parce que on peut pas superposer les ligues. C'est comme si aujourd'hui tout le monde dit ouais bien et comme il joue en demi-finale ça va être dur pour Genève. Mais non, on peut pas superposer parce que c'est pas les mêmes adversaires rencontrés. Et là moi je l'ai vu jouer, je regarde souvent la poche bleue, les chaînes québécoises et je vois des reflets, mais c'est impossible de superposer. Le seul truc il est bon actuellement, non, ça c'est clair. Le seul truc qu'on peut dire, il est bon en junior. Le seul truc qu'on peut dire, c'est qu'il a un gros hockey sense, des super mains un QI hockey très très développé et qu'avec des très bons joueurs, il sera très bon. C'est ça. Maintenant, l'aspect physique, la volonté de Lausanne de le mettre dans quel rôle, c'est ça. Et avec qui il va jouer, parce que si vous le faites venir et puis qu'il doit chipper les pucks en 4ème bloc, il va pas être bon. C'est ça. Non, mais je suis entièrement d'accord avec Laurent. Il a un profil. Maintenant. Moi, je crois que pour être complètement honnête, je pense que c'est le bon moment de lancer des jeunes. C'est bon là, ça fait 3-4 ans. À Lausanne donc. Ça ronronne avec des gars qui coûtent cher et qui mettent pas un pied devant l'autre.
Oui, mais pour le moment, je suis d'accord, Laurent. Mais des jeunes, et tu finiras, même si tu finis à la même place, c'est pas grave, tu as fait jouer des jeunes et tu as fait du développement, et l'année d'après, tu finiras bien. Je suis d'accord, mais pour le moment, il faudrait lui faire de la place à ces jeunes, parce qu'il y a des contrats qui pour le moment sont toujours là, et les joueurs sont présents du côté de Lausanne. Donc, les gars qui ont ces contrats-là, ils te le disent ouvertement, hein, ils sont bien. Hein. C'est ça. Donc, c'est sympa de vivre. Tout ce qu'a dit Laurent sur Théo Rochette, je suis 100% d'accord. Le grand point d'interrogation, c'est quand il va passer de junior à adulte, du côté physique. Ça, on n'a pas la réponse à ça. Il faut le mettre dans les meilleures dispositions. Le mettre dans les meilleures dispositions, il doit jouer sur les 2 premiers blocs. C'est ça. Powerplay et powerplay. Il faut lui faire confiance. Mais encore une fois, s'il vient à Lausanne, parce qu'il y a pour le moment, on ne sait toujours pas s'il va venir. Parce qu'il a peut-être des possibilités en Amérique du Nord. C'est quand même incroyable qu'il n'ait pas été repêché. Ils sont passés à côté quand même, les gars, non ? Mais c'est tellement complexe leur système, et je crois qu'il y a aussi de la politique là-dedans. Il y a pas mal de choses, mais l'année où il aurait pu être drafté, il a eu cette mononucléose qui lui a tout coupé malheureusement. Sa saison. Moi j'en ai eu une, c'est horrible. Ouais. C'est vraiment pénible. Et après derrière, pour avoir justement été à Québec cet hiver, discuter avec des scouts qui étaient là au match, la question que beaucoup de scouts se posent sur Théo Rochette, c'est le côté physique. Et là, ils veulent le voir justement maintenant durant les séries éliminatoires de la Ligue Junior Majeure du Québec, voir s'il est capable de supporter ce côté physique. Et là, depuis qu'il a les playoffs ont commencé, il a 5 points. Donc ça va. Oui. Mais ça ne se remplacera pas de toute façon ce côté physique de junior avec celui d'adulte. Ça, c'est clair. Ouais, on verra, mais c'est toujours pareil. C'est une volonté. C'est quand on parle de projet sportif. Un projet sportif, c'est évidemment le budget que tu as à disposition, ce que tu vas engager, et puis surtout comment tu vas mettre les joueurs dans les meilleures dispositions. Et il ne faut pas oublier que c'est un entre guillemets un junior de Lausanne. C'est pas entre guillemets. Non, mais il avait comme voilà, c'est ça. Ce que vous dites, ça correspond parfaitement aux soucis qui anime actuellement Norman Kneubuhler par rapport à son client et ses futurs clients peut-être. C'est le profil que l'on peut techniquement attendre de la future équipe. Et le développement que va avoir le joueur dans une équipe. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, un agent, je dis ça rapidement, mais un agent ici doit décider le profil, le club qui lui correspond et l'entraîneur. Parce que l'entraîneur, c'est très très important. Hein. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, j'ai mon fils qui a un bon talent et on propose un contrat en Liga. Aujourd'hui, je regarde un petit peu comme ça. Je dis, ok, c'est un défenseur offensif. Où c'est que je vais le mettre ? Je le mets à Bienne, par exemple. Pourquoi ? Ou à Rapperswil. À Bienne ou à Rapperswil, parce que je fais confiance au coaching staff. Et je vous ai dit, le match 1, quand à la fin du match, en demi-finale, c'est très serré, qui est sur la glace ? Noah Delémont. Donc c'est une des raisons pourquoi je choisirais Bienne. Donc ça fait partie aussi des réflexions de l'agent. On va pas non plus oublier quand même qu'il y a aussi le côté financier qui peut jouer, qui peut rentrer en ligne de compte. Pas quand ils sont jeunes, quand on est jeunes, je crois pas. Mais dans les offres qu'a eu Johnny, alors je vous demande pas des chiffres évidemment, mais est-ce qu'on peut dire que par exemple un club avait mis beaucoup plus d'argent qu'un autre, ou est-ce que vous n'en étiez pas encore à ce stade-là ? Vous en êtes resté vraiment au stade technique, ou ça s'est pas du tout joué sur l'aspect financier entre disons Genève et Ambry par exemple ? Non, ça s'est pas joué sur l'aspect financier. Mais il y avait une grosse différence. Je vous demande pas en faveur de qui, hein ? Pas forcément. Pas forcément. Ouais. Donc c'est exactement la philosophie qui nous paraît saine. Et puis elle est saine. Et puis Johnny, il a tout approuvé maintenant. Il a prouvé déjà à Ambry, mais là avec les conditions qu'on lui donne, il a un statut d'international. Ouais. Donc peut-être que dans le développement, il doit jouer son match. Il est convoqué. Mais il jouera. Il est convoqué. Alors ok, il est convoqué. Il va jouer. Et une fois qu'il a joué, il faut qu'il ait du temps de jeu, des responsabilités pour accéder un jour à un championnat du monde. Ouais. C'est pour ça que je l'ai dit la dernière fois lorsqu'on a parlé justement de Johnny, c'est dans la création de sa carrière, tout a été à mon sens fait juste. C'est-à-dire qu'il voyait qu'à Lausanne c'était bouché, on essaie de trouver une autre solution pour avoir du temps de glace, des responsabilités, une confiance qu'on allait aussi lui donner qu'on lui donnait pas du côté de Lausanne. Un coaching staff. Voilà, et du côté d'Ambry il a eu ça. Et c'est vrai que la question après était est-ce que je tente de franchir le palier supplémentaire, mais peut-être que je serai dans un 3e ou 4e bloc du côté de Servette, ou je reste encore une année de plus à Ambry. Ils ont fait le choix de rester à Ambry. On va conclure cette émission puisqu'on a déjà dépassé nos 60 minutes de jeu, mais je voudrais quand même encore en poser une dernière. Et si je le fais, c'est parce qu'elle nous vient de France. Et comme nous avons à peu près 20% de nos éditeurs qui viennent de France quand même,
Merci à Laurent Perroton de nous ramener pas de problème. Ce public captif. Avec plaisir. J'ai un pourcentage sur chaque auditeur. C'est ça, oui. Quelle chance. Oui. Alors c'est Étienne. Froideville, c'est en France? Étienne de Saint-Étienne. De Froideville. Froideville. Ça met dans le canton de Vaud. C'était un point .fr. Ouais, je sais pas. Alors ça, je peux pas. Voilà, mais enfin, tous les villages de France. Alors, ils pensent que Grenoble sera champion aujourd'hui, ce qui risque d'être le cas. Je crois qu'ils jouent ce soir. Ils ont perdu l'acte 3 hier. Et ils jouent ce soir parce qu'il y a eu un problème de glace. Voilà, il y a 2-1. Voilà, ils jouent ce soir pour l'acte 4. Il y a eu un trou dans la glace, donc match annulé. Ouais, bah voilà. Mais enfin, Grenoble reste quand même le favori, même si Rouen. Parce qu'il y a eu quand même quoi? Il y a eu 8 à 2. Mais hier, ça s'est joué en prolongation, avec une pénalité un peu sévère, et du coup, ça a un peu gueulé. Mais sur l'ensemble du match, c'était assez serré. C'est les powerplays qui ont fait la différence. Mais non, c'est pas fini, parce que si ce soir Rouen gagne à domicile, c'est 2-2. Et après, c'est ce système, c'est 2 à domicile de l'extérieur. Puis après, c'est 1-1. Comme en NHL. Ouais, comme en NHL. Et donc, c'est pas le même niveau, mais c'est comme en NHL. Et puis, du coup, non, pour moi, c'est loin d'être fini. D'accord. Bah voilà, lui disait qu'il suffit d'avoir de l'argent pour gagner, mais il pensait surtout à Grenoble. Bah, visiblement, à Rouen, on manque pas de moyens non plus. Ouais, à Rouen, Grenoble a plus de moyens. Il y a Jacques Robot, que vous avez rencontré, le président, mais c'est quand même champion U15 depuis plusieurs années, champion U17, champion U20. Là, ils ont monté. Ils gagnent tout. Attendez, ils ont monté une équipe qu'avec des jeunes juniors, donc les plus jeunes, c'est-à-dire pas les deuxième et troisième années. En deuxième division, qui s'appelle Vaujany, c'est juste à côté. Ils sont en finale du championnat. Ils ont battu des favoris avec des gros étrangers pour la Ligue. Et en D1, ils se sont maintenus avec que des juniors troisième année avec Chambéry. C'est le club partenaire. Et en Magnus, ils sont en finale. Donc ils ont un club surdimensionné par rapport à la France. Pour moi, Rouen, c'est l'ancien club de Claude Verrette. Ça va s'arrêter là. D'accord. Bah voilà, c'est terminé, pour cette émission. Serge Poudrier. Et Serge Poudrier. Tu en veux d'autres? Allons-y. Je peux vous. Qui c'est qui a joué en Suisse? Il y avait Pajankowski, il n'a pas joué en Suisse. Pajon aussi à la Chaux-de-Fonds. Ouais, Pajon, il a joué en Suisse. Il a joué à la Chaux-de-Fonds. Il y a aussi, il y a aussi qui a joué à Rouen, Christian Pouget. Ouais. Qui a joué. Ça reste mais bon, des Canadiens qui ont joué en Suisse et qui ont atterri en France, il y en a beaucoup. Les Jean-François Sauvé, les Pierre Lacroix. Non, mais Christian Pouget, il est français. Vous n'allez pas lui dire qu'il est canadien parce que ça ne va pas bien se passer. Bon. Voilà. Ok. Salutations à Poupou puisque c'était son surnom. Moi, c'est Claude Verrette, ça restera Claude Verrette. Non, c'est marrant qu'il dise ça parce que quand j'étais jeune, c'était mon joueur préféré dans le championnat français. Claude Verrette ? Ouais. C'est normal, c'était un magicien. Non, mais vraiment. Les vieux gamins jouaient avec Lausanne, c'était extraordinaire. Mes premiers matchs où on avait joué contre Rouen, c'était le mec le plus humble sur la glace et en dehors, alors qu'ils étaient que des internationaux franco-québécois et c'était un peu compliqué à accéder. À Lausanne, pareil. Incroyable. Vous savez ce qu'on va faire quand on sera hors saison? À la fin du championnat, on fera un premier bloc spécial France une fois et on essaiera d'avoir un invité français. On a des auditeurs. On a eu Meunier déjà, on a des auditeurs, notamment au Archive, qui a un site exceptionnel en France. Absolument, on va essayer de les solliciter. Qui fait un travail, Marc Branchu, qui serait intéressé à venir à notre émission. Eh bien, alors on accueillera Marc Branchu de Hockey Archive avec beaucoup de plaisir. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Laurent Antonioli, merci à Laurent Perroton, merci surtout à Norman Kneubuehler. Alors, on vous souhaite une bonne évolution dans vos projets professionnels, hockeystiques, etc. Il y a du hockey. Beaucoup en télévision désormais pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, mais enfin il y a quand même encore quelques matchs à voir d'ici la fin de la saison. Sur une bonne chaîne, je crois. Pas n'importe lesquels. Après il y a le championnat du monde, mais ça sera sur les Monts Bleus, c'est gratuit. Et ça, c'est quoi votre prochain match? C'est le premier match de la finale. Voilà. On verra, on attend l'affiche. L'affiche on la connaît. MySport et les Monts Bleus. Donc ça sera vendredi. Vendredi 14, ouais. On en reparlera d'ici là. En tout cas, n'oubliez pas que le hockey sur glace c'est bien, mais le hockey sur place c'est mieux. C'est mieux et excellent. Et puis il n'est pas là pour nous dire que vive le hockey roman. Vive le hockey roman. Non, pour le gars qui est au Tessin en train de manger des faritas là. Et excellente fin de journée à toutes et à tous. Merci encore une fois Norman Kneubuehler. À bientôt. Bye bye.